tous, ravi d'être avec vous ce matin, de prendre le temps pour tout simplement échanger sur ce thème du bâtiment et de la mobilité. Vous le savez, en fait, ces deux thèmes vont de plus en plus de pair et c'est quasiment le nouveau duo stratégique, en tout cas de la performance énergétique. C'était auparavant deux mondes qui s'ignoraient, mais là, le fait est que par l'évolution technologique et par tout simplement l'électrification des flottes, ces deux mondes sont amenés à se parler de plus en plus. En plus, je vais l'ajouter, le fait est que nous avons un signal prix, et on l'a traité dans des webinaires précédents, l'énergie fossile reste sous tension et webinaire après webinaire, on le constate, elle pèse dans vos postes, dans votre budget de plus en plus. Pour les bâtiments, bien sûr, le gaz. Beaucoup d'entre vous vont certainement sécuriser des contrats jusqu'à la fin d'année, jusqu'au début 2027. Et la vraie question, c'est quel est le prix que je vais avoir en 2027 et au-delà. Que se passe-t-il à l'échéance? Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faudra adresser. Et puis côté flotte, c'est forcément évidemment l'essence qui reste dominante forcément quantitativement dans votre flotte et ça pèse lourd dans les budgets puisque cette situation géopolitique perdure et elle n'est pas prête a priori de se dénouer avec une accalmie qu'on pouvait supposer. En tout cas, l'électrification, n'est plus un solo slogan puisqu'en plus vous avez certainement vu qu'il y a des initiatives qui peuvent venir d'en haut, de la politique étatique de manière générale, mais aussi sur le terrain. Alors certes, le 26 mai, Emmanuel Macron a effectivement mis en place une équipe de France de l'électrification, de l'électricité, on va dire, pour accélérer la sortie des énergies fossiles un peu partout, dans les transports, bien sûr, dans l'industrie, mais aussi dans le domaine tertiaire des bâtiments. C'est sur le terrain que ça se joue. Faire passer, en tout cas, l'électrification des usages à la réalité. On sait que sur la mobilité, il y a encore des efforts à faire, puisque on a quand même dépassé 240 000 points de recharge. Enfin, on a dépassé les 100 000 points de recharge depuis quelques temps déjà, et on vise les 240 000 points de recharge d'ici 2030. Donc, il y a une véritable ambition, mais ça se passe aussi sur le terrain, sur les bâtiments tertiaires, et on va le voir que c'est un élément d'attractivité aussi de vos bâtiments. Voilà, donc le signal prix, on l'a dit, le prix aussi des batteries, de manière générale, et qui impacte directement les véhicules électriques. Et enfin, la production électrique française qui a quand même un énorme avantage, celle d'être décarbonée, fortement décarbonée, on va dire, et qui est aussi, il faut le dire, largement excédentaire, ce qui sécurise plutôt l'approvisionnement de ces nouveaux usages, en tout cas à ce stade, en attendant peut-être le tsunami de l'intelligence artificielle et des data centers. Mais voilà, donc les planètes, on peut le dire, s'alignent pour justement arriver à faire de l'électrification une opportunité, une électrification des bâtiments, mais aussi de la mobilité. Et donc, je suis très heureux d'accueillir ce matin Olivier Rigoni, qui est le directeur associé de Cogecar. Bonjour Olivier. Bonjour, Alors, pardon. Olivier, Bonjour, ouais, bonjour. bonjour. Et puis Camille Perdreau de la société Bump. Bonjour Camille, ravi d'échanger avec vous aujourd'hui ce matin. Bonjour, bonjour à tous, ravi également. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose tout simplement de commencer comme d'habitude par un petit sondage, normalement qui devrait s'afficher sur votre écran. Et puis, bien sûr, pensez à vos questions. Grâce à nos experts ce matin, on sera ravis tout simplement d'échanger, de prendre en compte vos questions. Mais la première question, en tout cas dans le cadre de ce sondage, face aux obligations de 2026, en tout cas celles qui sont on va dire d'actualité, même si il y en a un certain nombre d'autres qui sont toujours bien sûr prégnante, c'est finalement est-ce que vous êtes face aux obligations, où en êtes-vous sur les bâtiments et la mobilité? Finalement, pour les deux, vous considérez conforme, donc pas de problème. OK sur les bâtiments, mais sur la mobilité, ça pêche un peu. Sujet identifié de manière générale, mais il n'y a pas pour l'instant de plan d'action en tant que tel. Tout simplement, c'est pas encore engagé. Voilà, donc effectivement, donc là, je vous laisse prendre position. L'idée, c'est de faire vivre un petit peu le débat, et puis aussi, vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin, comme d'habitude. Je vous laisse encore quelques secondes pour
pour tout simplement vous exprimer. Et puis, il y aura une deuxième question, notamment pour prendre la température sur ces impacts de l'électrification et du verdissement des flottes, mais aussi de la loi d'ADU, puisque la loi d'ADU vous engage sur la partie bâtiment et sur la partie mobilité. Donc, effectivement, sujet identifié, mais pas de plan d'action, c'est plutôt la majorité pour l'instant. Donc, écoutez, on va essayer de vous donner quelques pistes ce matin, et en tout cas, on est motivé pour le faire. Deuxième question, l'électrification de votre flotte. Là, un petit focus quand même sur le sujet de la mobilité. Vous la voyez avant tout comme une contrainte réglementaire à subir, ou alors c'est un levier d'économie, TCO, parce que vous avez fait vos calculs et là vous voyez que finalement le full électrique, ça a peut-être un levier important par rapport à votre flotte. Alors vous êtes peut-être passé par l'hybride en attendant, mais finalement vous en revenez peut-être. On verra. Je veux pas influencer. Et puis un sujet, ou alors c'est un sujet de décarbonation RSE. Bon, ok, très bien. Voilà. Ou alors c'est vraiment un sujet de car policy très spécifique. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et puis, en fait, c'est pas trop mon sujet. Ou alors, c'est pas encore dans notre radar parce que voilà, il y a d'autres sujets, il y a le business et voilà, il y a un contexte économique qui est peut-être pas si favorable que ça. Et c'est avant tout, bien sûr, le business qui est pour vous votre priorité. Je vous laisse encore vous exprimer un petit peu sur ce sujet. Donc, il semble quand même qu'on ait une vraie tendance sur vous voyez ça, en tout cas, l'électrification de votre flotte, pas encore un sujet comme économique, mais plutôt un sujet de décarbonation et de RSE, mais ça va aussi avec l'attractivité peut-être de votre entreprise. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris position en tout cas sur ces deux questions et je vous propose tout simplement, comme d'habitude, de vous faire une petite introduction très simple sur qui organise. Sobre Énergie, c'est un bureau d'études et un éditeur de logiciels qui avait été créé en 2016, déjà 10 ans quand même, par la Banque des Territoires pour la Poste Immobilier. Notre objectif, nous, c'est d'accompagner, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la réalisation des économies d'énergie au sens efficacité énergétique, et bien sûr lié avec l'impact positif de réduction de l'empreinte carbone. Donc nous sommes bien sûr des experts des bâtiments, de la data parce que nous collectons l'ensemble des data en temps réel des bâtiments liés aux consommations d'énergie, mais aussi sur les éléments d'usage sous-comptés liés à la mobilité, surtout si elles sont électrifiées, on le verra après. Et puis le but, évidemment, c'est de vous accompagner dans le temps. Alors on a été juste pour votre information, on a été racheté en février 2026 par Diki, qui est une plateforme leader mondiale dans l'énergie management et l'accompagnement des entreprises en termes de sobriété énergétique des parcs immobiliers tertiaires. Et on combine notre technologie avec l'expertise métier, bien sûr, et l'expertise de Dipkey qui a bien sûr qui opère déjà dans 60 pays. Donc, vous voyez, c'est pas tous les jours que donc on a l'opportunité d'avoir un leader comme ça européen et même mondial de la donnée ESG de manière générale. Ça fait 10 ans, comme je le disais, et bien sûr, nous sommes aussi experts de l'ISO 50001. On rentrera dans le détail tout à l'heure et on accompagne 150 clients dans leur transition énergétique avec des référentiels type PMVP. On le verra tout à l'heure. Voilà, 300 audits énergétiques. Nous sommes certifiés au PQIBI, juste pour que vous ayez quelques repères. Et c'est tout ne se vaut pas. Et les certifications, en tout cas, contribuent à l'expertise et à la démonstration d'expertise. Voilà, sans plus attendre, je voudrais simplement qu'on prenne le temps de rappeler quelques éléments liés à cette jointure entre le bâtiment et la mobilité, de la conformité à la performance. On verra ensuite les éléments spécifiques de la flotte. Sans plus attendre, on commence. Donc, merci à tous. Voilà, juste quelques éléments importants liés au système, alors là, je parle vraiment aux entreprises privées qui sont. Alors, la loi d'ADU évoque aussi les collectivités locales, mais vous le savez, la loi d'ADU, met en place en fait un certain nombre d'obligations, notamment pour les entreprises privées. Et la nouveauté dans sa version de mars-avril 2025, elle existait déjà précédemment, mais c'est pour ceux qui consomment un certain niveau de consommation d'énergie du bâtiment et de la flotte automobile, il y a des seuils de consommation qui sont définis pour tout simplement obligés à mettre en place une démarche d'amélioration continue.
Alors cette démarche d'amélioration continue, vous le savez depuis, parce que cette loi d'addu existe depuis quand même 2013, elle n'est pas nouvelle, mais ce qu'elle apporte de nouveau, c'est justement cette dimension de seuil de consommation d'énergie, à la fois pour le bâtiment et la mobilité. Et vous l'avez forcément en tête, si vous étiez ou si vous êtes assujetti, vous avez peut-être connu ces audits réglementaires, audits énergétiques, notamment pour ceux qui sont euh, dans cette catégorie de 2,75 gigawattheures à 23,6 gigawattheures. Et ça va vite à partir du moment où on a une flotte de véhicules, hein, puisque forcément, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Vous avez forcément peut-être été concerné par ces audits réglementaires tout obligatoires tous les 4 ans et qui couvrent au moins 80% de la facture énergétique totale. Donc là, effectivement, il y a cette obligation, elle est renouvelée par cette nouvelle version de la loi d'addu qui oblige en tout cas à continuer cette démarche. Alors, pour le coup, si vous n'avez pas d'audit réglementaire à jour, bah, à ce moment-là, il faut se remettre en action avant le 11 octobre 2026 pour couvrir et vous mettre en conformité, vous couvrir et vous mettre en conformité. Pour ceux qui sont les plus consommateurs, notamment qui ont des seuils supérieurs, un seuil de consommation pour sa flotte et son bâtiment supérieur à 23,6 gigawattheures par an, alors il y a une petite finesse, c'est-à-dire que c'est pas une obligation de l'ISO 50001 en tant que telle, c'est l'obligation d'un système de management de l'énergie obligatoire dont la meilleure norme qui existe, on va dire, depuis des années, c'est l'ISO 50001. Donc, c'est un peu comme l'histoire voilà, la meilleure façon de faire, en tout cas, c'est d'utiliser cette norme, même si la loi en tant que telle ne nomme pas l'ISO 50001. Voilà. Donc après, il y a cette mise en œuvre d'un système de management de l'énergie a des implications. Ça passe par la centralisation de données, ça passe par un certain nombre de choses. On le verra par la suite. Il existe des alternatives, mais qui sont assez peu usitées. Mais ceci dit, le CPE, on a, nous, dans le cadre de ce webinaire, longuement adressé ce sujet. À partir du moment où vous avez une démarche de contrat de performance énergétique qui couvre 80% de votre consommation d'énergie, c'est quelque chose qui vous permet déjà, d'ores et déjà, d'être conforme. C'est extrêmement rare. Après, il y a aussi la combinaison de l'ISO 14001. Un certain nombre d'entre vous ont pu investir dans cette certification dans les années passées, dans les années précédentes. Et pour le coup, si vous avez ça en place pour l'ensemble de votre parc ou pour les sites, on va dire qui sont les plus consommateurs, alors un audit conforme est suffisant pour vous permettre d'être tout simplement en conformité avec la loi d'addu. Voilà, cette échéance, pour le coup, vous avez un peu plus de temps puisque vous avez forcément une certification, en tout cas la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Ça se fait pas comme ça. Ça nécessite bien sûr une politique énergétique, ça nécessite un référentiel de données, une plateforme, etc. On verra ça tout de suite, juste après. Donc voilà, la loi d'addu, c'est finalement concaténer l'ensemble des consommations forcément électriques, énergie thermique, carburant, bâtiment, et évidemment pour le sirène qui vous concerne en moyenne sur les 3 dernières années. Donc ça, c'est vraiment le point qu'il faut avoir en tête. Et puis, point de vigilance pour ceux qui sont en multi-occupation, il y a aussi les parties communes à prendre en compte, et même si elles vous sont refacturées ou elles vous sont tout simplement mis en charge, il faut les compter et les prendre en compte. Et ça, c'est un élément qui est parfois un petit peu oublié. En tout cas, ça fait partie. On traitera ces points vraiment en détail avec un cabinet d'avocats dans le 10 juin prochain et on pourra reprendre ces éléments un petit peu plus fins sur l'éligibilité et les éléments tout simplement d'éligibilité et d'assujettissement. La mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, c'est vraiment la mise en œuvre ce que je vous expliquais, d'une politique énergétique avec les objectifs, une démarche d'amélioration continue pour arriver à utiliser mieux l'énergie. Pour le coup, souvent, et on le verra juste après, il est nécessaire d'avoir une vision précise des usages significatifs énergétiques, c'est-à-dire des principaux postes de consommation de vos bâtiments et de votre flotte, afin de les réduire dans une certaine mesure, afin d'avoir cette amélioration continue. Mais ce système de management de l'énergie n'est pas uniquement, bien sûr, un référentiel de données ou une plateforme, même si la plateforme aide énormément. Donc, fixer des objectifs réalistes en matière d'usage énergétique. Il est nécessaire d'avoir ces usages significatifs énergétiques
soit modélisé, soit sous-compté. Évidemment, la discrimination par le sous-comptage permet d'être plus précis. Maintenant, il n'est pas envisageable d'avoir systématiquement un sous-comptage pour l'ensemble de ces sites, mais d'avoir une démarche peut-être de cluster permet de tirer des conséquences ensuite sur l'ensemble des sites qui appartiennent à ce groupe euh, avec des caractéristiques communes. Ensuite, pouvoir décliner un plan d'action avec des actions de performance énergétique sans travaux ou avec travaux pour pouvoir avoir justement cet élément d'amélioration continue. Bien sûr, le but est de pouvoir constater à la fin les fruits de cet effort, mesurer les résultats, et là, on rentre dans la logique d'amélioration continue et de retour sur investissement. Pour le coup, là, on rejoint la notion de TCO qu'on abordera tout à l'heure, notamment avec Camille. Juste dans cet environnement réglementaire, je vais passer assez rapidement, vous le savez, l'IRVE, la consommation du bâtiment, les consommations de la flotte, il y a aussi des connexions avec le décret tertiaire. Donc forcément, ça a une obligation de résultat, donc on ne peut pas ne pas avoir en tête ces éléments. Et puis, dans le cas du décret BAX, le système de pilotage automatisé permettent aussi parfois de s'interopérer avec soit l'IRVE ou soit des usages du bâtiment. Et là, pour le coup, pour ce qui concerne les bâtiments qui ont des puissances instantanées supérieures à 170 kW, il faut avoir ça dans le radar. Ça fait partie un petit peu du Rubik's Cube de la transition énergétique. On ne peut pas, la réglementation, c'est décret tertiaire, décret BAX, loi LOM et loi DADU pour les entreprises privées. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IRVE c'est-à-dire les bornes de recharge de véhicules électriques dans le cadre de l'électrification, c'est aussi un levier de flexibilité qui permet potentiellement, et on le verra par la suite, de faire des économies, en tout cas d'avoir une optimisation continue qui est finalement assez tout à fait articulée et plutôt cohérente avec la loi DADU que je vous ai évoquée tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir aussi un déplacement, notamment dans une logique du signal prix qui est plus favorable si vous avez un contrat d'énergie heure pleine heure creuse sur vos différents sites, de recharger notamment les véhicules quand ils sont électriques plutôt sur les heures creuses et d'avoir en fait finalement une logique d'amélioration continue, mais y compris sur la dimension financière et monétaire du prix de l'énergie pour pouvoir l'organiser et l'orchestrer de telle sorte que vous optimisez vos budgets. Maintenant, il y a quand même un élément important, et j'en ai terminé là-dessus. Je vous ai évoqué la nécessité d'avoir une vision assez précise, notamment dans le cadre de la loi DADU, et encore plus sur la certification ISO 50001, d'avoir une vision précise des usages énergétiques significatifs. Donc, dans le cadre, par exemple, de la mobilité et d'une flotte qui va de fait s'électrifier de plus en plus, le suivi des consommations RVE est important. On va le revoir tout à l'heure avec Camille qui apporte aussi des solutions. Alors, il y a deux possibilités si on se projette dans une architecture. Soit vous avez un compteur GRD qui est spécifique à la grappe des bornes, et là, finalement, c'est assez simple. Soit vous n'avez aucun compteur, et là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une supervision de la plateforme IRVE existante, et là, vous récupérez les données, et là, vous êtes en capacité d'avoir une vision très précise des consommations d'énergie. Donc là, effectivement, on va le voir notamment avec Camille. C'est notamment ce cas-là. Soit ça n'existe pas ou vous n'avez pas ce type de solution. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir une supervision des plateformes IRVE, ou alors vous pouvez mettre en place un sous-compteur connecté au niveau du tableau divisionnaire pour avoir ces consommations concaténées de vos bornes IRVE. Donc voilà, ça nécessite un petit peu d'ingénierie, c'est pas très compliqué, mais ça vous permet ensuite d'avoir une vision d'amélioration continue de votre flotte et bien sûr des bâtiments avec le sous-comptage lié aux IRVE. Il ne faut pas oublier que dans le cadre du décret tertiaire, vous pouvez retrancher les consommations liées aux IRVE et ça vous permet d'avoir un objectif à atteindre, notamment à échéance 2030, qui sera plus facile à atteindre sans que vous soyez, entre guillemets, pénalisé par cette électrification de la flotte. Voilà, j'espère que j'ai... Alors, bien sûr, nous sommes en capacité, via une plateforme, le référentiel de données nous permet de centraliser les informations de consommation, que ce soit du bâtiment ou alors, dans le cadre du sous-comptage IRVE, de les comprendre, de les actionner, de mesurer et d'analyser. Ça, c'est toute la valeur ajoutée d'un energy manager qui est en capacité de, tout simplement, de faire des recommandations sur les optimisations nécessaires, sans travaux ou avec travaux.
Voilà, c'est toute cette méthodologie qui vous permet ensuite d'attendre un suivi, une mesure des résultats et de viser cette amélioration continue, notamment qu'on l'a vu précédemment dans le cadre de la loi ZAD. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cogecar et puis on va rentrer dans le détail sur les enjeux de la flotte automobile et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà. Si vous avez tout simplement des questions, notez-les dans le petit chat et on adressera ce point à la fin. Merci beaucoup Arnaud, donc je prends la main. Bonjour à tout le monde, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Alors Cogecar, juste très rapidement, est un cabinet conseil qui a maintenant 20 ans depuis le mois d'avril. C'est 300 audits, alors 300, c'est comme Sobre Énergie, c'est un hasard. C'est plus de 300 audits réalisés en 20 années, exclusivement dans le secteur donc de ce qu'on appelle la mobilité aujourd'hui, la gestion de flotte automobile, pour faire un petit peu plus large, pour des entreprises privées et puis publiques. Voilà. La loi DADU, on vient d'en parler, c'est effectivement l'obligation d'audit énergétique. Ça rejoint la problématique de la mobilité dans l'entreprise et ça l'élargit aussi puisque au-delà d'aller mesurer des consommations, des tonnes de CO2 qui vont être rejetées dans l'air, ça élargit sur pour les entreprises des problématiques qui touchent les usages, qui vont toucher l'organisation de l'entreprise, les achats, la gestion des flottes, avec des impacts, vous le voyez aujourd'hui, qui sont budgétaires. C'est marrant d'accompagner aujourd'hui les entreprises vers de l'électrification, puisque je ne veux pas dire que le cadre de nos missions vont systématiquement dans ce sens-là, mais aujourd'hui, l'électrification est un levier pour s'interroger sur les usages, je viens de le dire, mais aussi qui a un impact réel économique, on le verra derrière avec tous les enjeux de la fiscalité qui, vous le savez, a été extrêmement alourdi ces 10 dernières années et qui contraignent, encore une fois, bien, pas bien, c'est un autre sujet, les entreprises à électrifier. Donc, 4 défis majeurs pour les entreprises. Répondre, je veux bien Arnaud qu'on revienne en arrière, s'il vous plaît, non, pas de souci. Répondre effectivement à des enjeux qui sont capitaux, obligations et exigences réglementaires, il y a tout un cadre. On verra un petit peu juste derrière sur la slide comment tout ça, l'environnement qui est relativement lourd. Inscrire le volet mobilité dans une démarche RSE, je suis un peu sur la fin parce qu'on a vu le petit sondage tout à l'heure et on a quand même un grand intérêt à voir quels sont les résultats. Mais voilà, il y a une démarche RSE. La démarche aussi, elle est, vous le voyez sur le troisième item, maîtriser et anticiper sa dépense budgétaire. Aujourd'hui, le fait de pas électrifier ou de continuer à aller sur du thermique en masse fait qu'on impacte lourdement le budget automobile puisque le budget automobile, il se trouve que c'est souvent le deuxième, le troisième, le quatrième poste dans les frais généraux de l'entreprise. Tout va dépendre du secteur d'activité, mais on a des métiers où on a un véhicule, un homme ou une femme, pardon, vous m'avez compris. Et là, on a un impact qui est lourd. Juste une information que vous connaissez peut-être, peu importe qu'on soit dans le public ou dans le privé, on a des notions budgétaires qui vont être un petit peu différentes, mais une voiture, c'est entre 8 000 et 12 000 euros de coût total par an. Voilà, donc vous imaginez, quand vous avez une centaine de voitures, le compte de résultat est quand même lourdement impacté. Et donc, éviter une fiscalité automobile qui devient d'année en année toujours plus complexe, mais c'est aussi une opportunité de faire son marché. Il y a 20 ans, on a découplé les taxes que vous connaissez sur le CO2 de la puissance administrative de la voiture vers le CO2. Ça a été quelque chose de très très lourd il y a 20 ans, on s'en souvient tous, mais ça a permis aux entreprises déjà de pouvoir articuler une politique en faveur de véhicules qui étaient moins énergivores et de se dire je peux optimiser finalement quelque chose qui est souvent subi, qui est la fiscalité. Voilà. Et hyper rapidement derrière, parce que tout ça sont des lois, la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, qui est un vrai cadre pour le privé et aussi pour le public sur les objectifs de décarbonation et puis tout un encadrement qui permet de aujourd'hui fixer des caps pour les entreprises. Et puis depuis une dizaine d'années, circulaire du Premier ministre, qui a impacté les flottes publiques en obligeant à acheter et à décarboner massivement, et puis jusqu'à la loi climat et résilience qui vient renforcer la loi d'orientation sur les mobilités. Deux choses qui sont importantes. La WLTP dedans qui a fait que
sur une année, en 2020, quand elle a été appliquée, on a eu une augmentation, puisque le mode de calcul des émissions CO2 a changé, de plus 21% des émissions CO2 en moyenne. C'était une voiture qui était à 120, elle est passée grosso modo à 145, donc avec des impacts dans la fiscalité qui était relativement lourd. Et la loi CAF, qui est aussi une loi qui cadre les taux d'émissions de CO2 pour les constructeurs européens et les ventes des véhicules en Europe. Voilà, avec des normes qui sont relativement drastiques, avec un objectif de décarbonation totale d'ici à 2050. Voilà, 2035 pour la fin des véhicules thermiques, mais vous avez entendu les actualités. On a peut-être une pondération aujourd'hui et on aura peut-être un peu plus de temps. Oui, le débat n'a pas fini de se finir. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà. Et beaucoup de conférences depuis 1972, je crois que c'est la conférence de Stockholm qui a été sous l'égide de l'ONU, la première intention d'une cinquantaine de pays d'aller vers une décarbonation dans ses intentions. La LOM, vous la connaissez. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est des choses qui sont importantes, c'est faciliter la recharge, encadrer les nouveaux usages, l'expérimentation, et puis c'est surtout la création ex nihilo à l'époque des ZFE qui venait compléter une loi qu'on appelle la loi NOTRe, qui était une loi liée à l'organisation des collectivités et qui créait en fait des métropoles. Métropole égale ZFE, c'est donc encore aujourd'hui toujours un débat, et des objectifs de verdissement des flottes privées publiques relativement importants, donc qui fixent un cap pour les entreprises. Voilà, la LOM, avec tous les règlements qu'on vient de voir, c'est 2035, fin de vente des véhicules utilisant des énergies fossiles. On verra un petit peu la pondération qui va être faite par rapport à ça. C'est à la fois très compliqué. Aujourd'hui, on est dans un temps où on le voit, Arnaud l'a rappelé tout à l'heure, on subit des coûts d'énergie qui sont juste gigantesques, puisqu'on a une augmentation sur le compte de résultat des entreprises directement sur cette consommation de carburants fossiles de 25, 30, 35%. Pour combien de temps, on n'en sait rien. On a justement de l'autre côté de l'électricité qui n'est pas taxée, qui est exonérée pour l'instant. Donc tout ça doit aider à l'électrification. Mais il y a un coût industriel, il y a un coût de mutation pour les entreprises. Arnaud a parlé tout à l'heure de 240 000 bornes. Et quand on relit ce qu'on a appelé la loi de croissance pour l'énergie, la transition énergétique, la loi Ségolène-Royal en 2015, je crois qu'on s'était fixé un cap à 7 ou 8 ans de 6 millions de bornes. Donc vous voyez qu'on en est loin. Non, on se fait mal, on se fait un peu mal. Oui, on se fait mal, mais on oublie aussi de dire que en 15 ans, on a vu les batteries énormément progresser en termes d'autonomie. On est passé quasiment du simple au double. Et puis, on a des infrastructures. On a vu le jour à la télé le président de SoftBank qui dit investir 75 milliards dans les data centers en France. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'électricité qu'on exporte et l'électricité qui est pas chère. Il y a plein de trucs qui vont pas bien dans notre pays, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent aussi. Et ça c'en est un. Donc, l'électricité aujourd'hui est intéressante pour les entreprises. Donc, des taux d'électrification qui sont fixés sur les renouvellements des véhicules avec deux choses qu'on doit prendre en compte parce que derrière, on a un impact dans la fiscalité pour les entreprises privées. On raisonne, c'est toujours compliqué avec l'État, on a les VFE, les véhicules à faible émission. Vous le voyez, c'est les deux petits items que vous avez en dessous des tableaux. Des véhicules qui sont à moins de 50 grammes de CO2. Généralement, c'est des véhicules qui sont hybrides rechargeables, donc avec la capacité de les recharger sur une borne, le PHEV, il y a plein de terminologies, mais ça, c'est un VFE. Et puis, ce qu'on appelle le TVFE, qui est un véhicule, lui, qui est électrique avec une batterie, ou qui peut être tout simplement avec une pile à combustible, marcher à de l'hydrogène, en tout cas fabriquer sa propre électricité. Voilà, donc le VFE est comptabilisé aujourd'hui encore dans l'électrification et par rapport à certains usages, on peut peut-être aller très facilement sur le tout électrique. Il est des fois plus facile de combiner avec du véhicule qu'on appelle PHEV, même si c'est cher et peut-être compliqué à mettre en œuvre. Et puis certainement que dans le temps, on aura une taxation plus importante. Donc vous voyez qu'en 2030, c'est-à-dire qu'en 2030, dans le public, 2030, c'est demain.
hein, puisqu'en 2026, si on a bien fait le job, l'organisation publique, elle a dû imaginer ce que seraient ces renouvellements en 2030, en 2032, en 2033. C'est 70% du parc automobile, c'est-à-dire que vous avez 100 voitures, c'est 70 qui sont à électrifier derrière. Vous voyez que l'impact sur le privé, il n'est pas loin. Là, c'est la LOM, on a des obligations qui sont lourdes, puisque les renouvellements, si on part du principe que la rotation des véhicules dans le privé, c'est 4 ans, ça a eu tendance à s'allonger avec la Covid, le télétravail. On a dit avec Arnaud qu'on ne rentrerait pas dans le débat du télétravail ici sur ce webinaire. Mais voilà, 2030, va nous obliger à franchement aller vers une électrification qui sont massives. Voilà, on peut passer la slide d'après. Les nouveautés en termes sur l'année 2026. Alors, comment essayer de naviguer au mieux? Alors, on n'est pas sur une, on n'est pas sur une nouveauté, Arnaud. En fait, on est sur de l'agrandissement systématique, puisque aujourd'hui, avoir une voiture essence ou une voiture, alors, je parle même plus du diesel, puisque on nous a fait manger du diesel pendant 40 ans, puis tout d'un coup, on s'est aperçu que finalement, c'était pas bien, ce qui est une des complexifications aujourd'hui du marché. Et on le voit dans l'approvisionnement du carburant, où on a plus de facilité à trouver de l'essence ou de l'électricité, bien sûr, hein, et pas du diesel. Mais voilà, on est dans un alourdissement systématique. Le malus écologique que vous connaissez, puisqu'il a été porté dans la loi de finances au début d'année à 80 000 euros, donc ça fait mal. Le malus poids, lui aussi, qui se durcit d'année en année. Et puis, vous le savez, consécutif à la loi de finances en 2025, on a un tunnel aujourd'hui 2025-2027, 2026-2027, comment sur le calcul de la taxe sur les polluants atmosphériques et sur le CO2, ou sur le CO2, on a des assiettes en fait de taxation qui descendent. Donc aujourd'hui, quand on choisit une voiture, on sait ce qu'elle va coûter cette année, bien évidemment, et puis pour l'année prochaine. Après, on est dans un flou un peu plus artistique. Les amortissements non déductibles qui sont quelque chose d'important, parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on peut faire son marché. C'est vrai qu'on peut faire son marché. La notion d'amortissement d'un véhicule fait qu'on doit réintégrer des amortissements qui ne sont pas déductibles. On ne va pas faire un cours de comptabilité, c'est pas l'objet. Mais aujourd'hui, le plafond est à 18 300 euros pour un véhicule simple. Entre parenthèses, 18 300 euros. Moi qui suis un ancien vieux de la vieille, ça correspond à 120 000 francs. Voilà, donc c'est juste une traduction de francs en euros. Mais on a un plafond quand on fait appel à l'électrique qui monte à 30 000 euros. Et vous le savez vraisemblablement, on peut y ajouter la batterie quand on est capable de dissocier en termes de coût sur une voiture la batterie du véhicule. C'est-à-dire que le plafond qui était à 30 000 passe peut-être à 50. Voilà. Donc on a quand même un élément qui là économiquement est important. C'est des choses qu'on regarde peu, mais qui ont un coût pour l'entreprise. La TAI, taxe annuelle incitative pour l'électrification, qui est une taxe qui est lourde, que les entreprises négligent, que les entreprises souvent ne savent pas calculer. Voilà, parce qu'elle est extrêmement complexe. Elle a été pondue. J'ai un immense respect pour nos institutions et heureusement que les politiques sont là pour nous guider. Il n'y a pas que des choses qui sont mauvaises, mais on a là 2 parlementaires qui ont pondu un truc où il a fallu se tirer les cheveux pour essayer de comprendre comment elle était calculée. Mais voilà, aujourd'hui, et dedans, on rentre les véhicules de tourisme et les véhicules d'entreprise, qui sont des véhicules utilitaires légers, des véhicules un peu plus lourds. Et dans le calcul de la TAI, on a donc une incitation qui est faite pour électrifier. Sinon, l'année dernière, c'était 2 000 euros par voiture manquante. C'est 4 000 cette année, c'est 5 000 l'année prochaine. On a une taxe qui peut être lourde. Et puis, la TVA sur les carburants que vous connaissez avec des règles de récupération entre les véhicules qui sont, encore une fois, utilitaires ou véhicules de tourisme. Et puis, les taxes à l'immatriculation, on voit qu'effectivement, on a quand même un ensemble de taxes relativement lourdes dans le compte de résultats automobiles. On peut arriver parfois à plus de 50% du coût de la voiture. Voilà, donc dans la fiscalité, ce qui est important là-dedans, c'est qu'effectivement, quand on regarde, on vient de le regarder, l'abaissement des barèmes du malus écologique porté à 80 000 euros, le seuil du malus au poids qui était l'année dernière à 1,6 tonne qui est passé à 1,5 tonne, on vient de voir la TAI, l'augmentation
des avantages en nature qui n'avait pas été touché depuis 2004 dans l'entreprise, qui est là un vrai levier pour électrifier, puisque les avantages en nature ont été augmentés de 60%. Une voiture qui coûtait 300 € en calcul brut, hein, je parle ni d'avantages en nature, ni de participation, on est passé de 300 à 650 ou 700. Aujourd'hui, vous le savez, il y a un accompagnement sur la partie de l'avantage en nature. Vous l'avez juste en dessous. On calcule en fait l'avantage en nature en fonction de la règle qui est la plus souple, hein, la plus économique pour l'entreprise, et on y applique un abattement à concurrence de 4 641 € sur des grosses voitures. Si vous divisez ce 4 641 par 12, ça veut dire que vous avez quasiment 350 € de baisse de l'avantage en nature. C'est un peu plus que ça, excusez-moi, je suis pas forcément en calcul mental. Et puis, on a donc dans tout ça, on a vu l'AND, on a vu tout ce qui était en haut, l'exonération de la TVS pour les véhicules électriques, et puis on a une déductibilité à 100% de la recharge électrique. Je fais là, et je laisserai Camille l'évoquer forcément derrière, on a aussi bien sûr une prise en charge, un accompagnement de l'État sous plein de formes sur la mise en œuvre de bornes, par exemple à domicile. Voilà. Et très rapidement, on a la chance donc de travailler ensemble avec Arnaud et avec Sobre Énergie sur des audits énergétiques, voilà, où encore une fois, on prolonge sur la gestion de flotte auto. Et on a fait un audit il y a quelques temps relativement intéressant dans le secteur où on a des voitures qui bougent beaucoup, une flotte, vous voyez, de 450 véhicules, principalement utilitaires. Donc on est sur les voitures de tourisme, on est plutôt sur des petites voitures, des kilométrages parcourus relativement important, une société comme on est dans le secteur agricole qui roule partout en France, hein, donc on est sur de la ruralité en termes de déplacement. Vous voyez ici qu'on a quand même un kilométrage qui est relativement important. C'est quand même un budget, si vous le ramenez, vous voyez par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, 7 310 € par véhicule, et c'est une flotte qui coûte pas très cher, 3,25 millions d'euros. Pour mémoire, je crois que c'était à peu près 650 ou c'est 30% du budget, voilà, 31% c'est à côté du budget annuel. Donc vous imaginez on va friser le million d'euros. Cet audit a été réalisé avant l'augmentation qu'on a aujourd'hui du prix de l'essence. C'est un parc qui est exclusivement diesel, exclusivement essence. Donc, ils vont avoir une augmentation du compte de résultat de manière relativement massive. Et c'est une flotte. On comprend mieux la situation de certains acteurs, en tout cas du transport, et qui sont fortement fragilisés. Voilà, vous voyez, c'est important, 800 tonnes, hein, il y a l'aspect RSE qui est important, un taux de CO2 qui est relativement élevé, mais aussi parce que le taux de CO2, puisque tout ce qui est fiscalité va sur les véhicules de tourisme, la partie de la voiture utilitaire est moins. Les constructeurs sont un peu moins attentifs. Donc, on a des véhicules souvent qui sont malheureusement lourds et qui consomment beaucoup en termes de CO2. Je finis juste derrière. Ce qui était étonnant dans cette entreprise, effectivement, et on n'est pas des juges, nous, on est là pour accompagner, et l'audit a cet intérêt, c'est que la gestion de flotte est une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'on s'est pas préoccupé de la démarche RSE, c'est le sondage qu'on avait tout à l'heure, hein, et donc de la flotte automobile, même si la partie bâtiment était peut-être un peu plus voilà. Et un retard sur l'électrification, c'est cette entreprise pour cette année, elle est soumise à la TAI sur les chiffres de l'année dernière. Donc elle va payer de la TAI puisqu'elle a fait des renouvellements et il n'y a aucun véhicule électrique. Il y a 0 véhicule électrique. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de systémique avec ce que j'appelle pas de trajectoire de décarbonation, pas de trajectoire carbone, en tout cas pas de politique d'électrification. Voilà, et une flotte qui manque beaucoup de réflexion sur ses usages, sur les outils. Voilà, donc un risque d'être complètement déphasé par rapport à ses concurrents, par rapport aux pratiques du marché, par rapport aux obligations, et donc forcément, pas de politique RSE, exposition à la forte volatilité des prix des énergies fossiles. Je vais m'arrêter là. La TAI, on vient de le dire, puisque je crois que je suis à 14 minutes, j'ai largement dépassé. Merci Olivier. En tout cas, là, on a vu qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire, mais justement, les solutions, Camille, vous allez nous en partager une, et en tout cas une qui est particulièrement attractive, puisque notamment vous apportez l'avantage d'une solution sans CAPEX.
Exactement, merci à tous les deux. Bon, pour mettre le contexte de Bump très rapidement, Bump, c'est une entreprise française qui accompagne tout type d'entreprises privées et publiques dans leur électrification. Et ça passe par différentes solutions, à savoir l'électrification de leur parking, donc des bornes sur site dont on va parler principalement aujourd'hui. Mais pour votre information, on fait également de la recharge à domicile pour les collaborateurs qui ont des véhicules de fonction et de la recharge en itinérance qui passe par une carte de recharge qui permet d'accéder à tout le domaine public. J'en reparlerai un peu juste après. Voilà, tout ça, ça passe par un logiciel de supervision qui permet de centraliser toutes ces solutions au même endroit et donc, comme l'a dit Arnaud, d'optimiser son TCO derrière pour avoir une vue très fine de toutes ces utilisations qu'on peut faire de ces solutions-là. Bon, déjà, pour bien dimensionner ces IRVE sur un site, il y a 3 facteurs clés, selon nous, à bien identifier. D'abord, analyser les usages réels de votre flotte. Olivier en a un peu parlé, mais savoir vraiment combien on a de véhicules électriques actuellement, quel est notre prévisionnel, quels sont aussi les comportements de recharge de nos collaborateurs. Est-ce qu'ils vont avoir tendance à plutôt faire des trajets domicile-bureau ou alors être beaucoup en itinérance? Et donc, il faudra aussi envisager cette recharge-là. Après, ça peut aller beaucoup plus loin aussi sur les taux de rotation sur le parking des véhicules, le ratio flotte visiteurs salariés, puisque vos bornes dans le futur seront peut-être accessibles également à des prestataires externes, à des visiteurs externes ou même à des collaborateurs qui roulent à titre personnel en électrique, puisqu'il n'y a pas que la flotte d'entreprise, il y a aussi tout le reste des collaborateurs à envisager dans un futur où, a priori, l'électrification sera poussée. Il faut également évaluer la capacité électrique de son bâtiment, de son parking, savoir quelles sont les puissances disponibles. Et donc, pour ça, vous pouvez vous faire accompagner par différents acteurs. Mais en tout cas, nous, on propose aussi cet accompagnement-là pour vraiment identifier toutes les contraintes de vos parkings et vous faire les meilleures recommandations techniques pour électrifier correctement votre parking. Et enfin, ça passe aussi par le bon dimensionnement de l'infrastructure. Donc, le bon dimensionnement, c'est savoir prioriser quel parking à équiper en premier par rapport à tous les sites que vous pouvez avoir, savoir combien de bornes mettre, quelle puissance mettre, parce que forcément, si c'est des véhicules qui restent toute la journée au bureau ou si c'est des véhicules qui sont beaucoup en rotation ou encore des poids lourds, des logisticiens avec de la recharge critique, ça ne va pas être la même typologie de borne qu'on mettra à chaque fois. Voilà, donc la clé, c'est vraiment de bien dimensionner son infrastructure, d'éviter le sous-équipement et surtout d'éviter aussi le surdimensionnement. Le but, c'est pas de mettre le plus de bornes possible, c'est vraiment de faire une recharge intelligente en fonction de vos besoins. La borne la plus rapide n'est pas forcément la plus adaptée aux besoins du client. Oui. Exactement, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Les bornes rapides, c'est plutôt pour les poids lourds, entre autres, ou le domaine public. Et donc, pourquoi se lancer dans la recharge en entreprise par rapport à du domaine public? Puisque ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est les entreprises qui n'ont pas forcément envie de se pencher sur le sujet ou qui ne sont pas assez matures sur le sujet. Elles vont donner une carte à leurs collaborateurs, elles vont leur dire débrouillez-vous pour vous recharger un peu dans la nature. Et en fait, ce n'est pas forcément la bonne manière d'envisager son électrification. Déjà parce que le collaborateur, il n'a pas forcément envie de passer à l'électrique de prime abord, donc ça va potentiellement le stresser et le fait de lui permettre de se recharger sur son lieu de travail, ça va le rassurer, ça va lui faciliter l'adoption de son véhicule électrique. Et puis, ça sera de la recharge aussi en temps masqué sur son temps de travail. Donc ça, c'est un premier levier de vraiment décider d'électrifier ces sites pour ses collaborateurs. Il y a évidemment le sujet maîtrise des coûts, puisque le coût moyen en itinérance aujourd'hui qu'on observe chez nos clients, c'est plutôt 55 centimes. Ça peut être au-dessus, ça peut être un peu en dessous, mais c'est généralement ce palier-là. Sur votre entreprise, ça va être plutôt aux alentours du 20 centimes en fonction évidemment de vos contrats d'électricité négociés. Mais voilà, ça vous permet de mieux maîtriser vos coûts, de faire une grosse économie et d'anticiper complètement ces coûts-là puisque vous les maîtrisez, vous les connaissez. Et enfin, il y a évidemment le sujet de décarbonation qui avait l'air d'être celui qui concernait le plus de participants au webinaire quand vous avez répondu au sondage au démarrage. La décarbonation, évidemment. Quand vous électrifiez votre parking, déjà, c'est forcément pour répondre à une conformité réglementaire, mais c'est également pour avoir un suivi précis de vos consommations, de vos émissions, valoriser votre stratégie RSE, identifier quels sont vos leviers d'action sur cette décarbonation. Et ça, c'est possible si vous électrifiez votre flotte et vos parkings. Et c'est une décarbonation mesurable, c'est-à-dire qu'il faut des indicateurs. Très très bien. C'est juste un petit pour aller dans le détail peut-être sur les recommandations, ce que vous êtes capable de faire.
Oui, complètement, merci beaucoup. On a 5 minutes pour en parler. Bien sûr. Donc, je vois pas encore beaucoup de questions, donc je me permets de passer un peu plus de temps sur cette partie-là. Ouais, ouais. Nous, aujourd'hui, chez Bump, on propose justement, des leviers pour permettre d'optimiser votre TCO. Ça passe par l'analyse de vos dépenses et évidemment l'élaboration de recommandations qu'on peut vous permettre, via notre plateforme. Donc d'abord, ça passe par la cartographie de vos dépenses et de votre mix de recharge. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être principalement de l'itinérance. Demain, vous aurez de l'itinérance, du domicile, de la recharge sur site. Et le but, c'est d'avoir la vue la plus exhaustive possible sur tout ce mix-là de recharge. Ça nous permet derrière de vous proposer des recommandations, des leviers d'optimisation. Donc d'abord, évidemment, diminuer le plus possible vos dépenses en itinérance parce que c'est là que ça coûte le plus cher, le moins cher étant évidemment le domicile et l'entreprise. Prioriser les sites à équiper. On peut se rendre compte en étudiant toute votre flotte qu'en fait, vous êtes à proximité d'un site industriel où on se rend compte que les collaborateurs vont beaucoup se recharger sur le domaine public. Et on va vous dire, bah voilà, ce site-là, en priorité à équiper, il y a beaucoup de véhicules électriques qui vont être amenés à être sur ce parking-là. Donc, ça nous permet de faire cette recommandation-là. Et enfin, identifier les collaborateurs à équiper au domicile. Je prends l'exemple d'une flotte de commerciaux. Ils vont peut-être pas beaucoup être au bureau, ils vont beaucoup être en itinérance. Donc, eux seront peut-être en priorité à équiper au domicile pour leur permettre de se recharger la nuit et la journée d'être en toute autonomie et pas s'arrêter 10 fois sur le trajet. Camille, juste, donc on voit qu'il y a quand même des personas un peu différents. Il peut y avoir justement des commerciaux, il peut y avoir bon. Est-ce que c'est compliqué à gérer parce que finalement c'est du sur-mesure pour chacun des personas ou comment ça se passe exactement? Alors, bon, déjà, il faut identifier la flotte au point de vue large. En général, on a des mix flotte de véhicules de fonction, flotte de véhicules de service. Et nous, justement, on propose cet accompagnement de vraiment dire, bah voilà, on a différentes typologies de collaborateurs. On va avoir des commerciaux, des gros rouleurs. On va avoir des personnes plus sédentaires. Et donc, ça nous permet d'établir ces recommandations sur la base de l'analyse de cette flotte. Évidemment, on a besoin d'un petit prévisionnel, hein. C'est sûr que si vous avez aucune volonté de vous électrifier, on va être un peu limité sur notre aide. Et après, derrière, c'est quelles sont les volontés de l'entreprise, quelle est la car policy, quelle est la volonté RH derrière. Et nous, on vous accompagne à vraiment définir cette car policy pour qu'elle soit retranscrite le plus possible dans notre plateforme. Et derrière, et ça va me faire un bon saut sur la suite. Merci Arnaud. Derrière, nous, on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités pour permettre justement de caler à une car policy future. Par exemple, le pro perso. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà défini des règles de dire, bah, nous, on rembourse l'essence la semaine, mais pas le week-end, ou alors on rembourse tant d'essence par mois. On peut répliquer ce type de réglementation sur votre flotte électrique avec notre outil de supervision et notre application mobile qui va avec. Donc, par exemple, dire on rembourse la recharge la semaine, mais pas le week-end. En revanche, le collaborateur, on lui permet de continuer d'utiliser soit sa solution à domicile, soit sa carte. On peut mettre en place un certain nombre d'alertes. Donc ça va concerner davantage l'itinérance, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est là où ça coûte le plus cher. Donc mettre en place plusieurs types d'alertes. Recharge trop coûteuse, coût au kilowattheure trop élevé, frais de parking, puisque parfois on a des frais de parking qui viennent s'ajouter au coût au kilowattheure sur lequel votre collaborateur s'est branché. Voilà, on peut aussi aller plus loin. Nous, c'est pas forcément l'axe qu'on prend, mais parce qu'on préfère prendre l'axe pédagogique, mais on peut prendre l'axe un peu police, de dire on interdit certains réseaux qui sont abusifs ou considérés comme vraiment trop cher. Arrêter automatiquement des recharges quand le prix dépasse un certain tarif. Ça peut être aussi de l'aide parce qu'en fait, votre collaborateur, peut-être qu'il s'est branché, il a oublié de se débrancher et en fait, la recharge, elle continue de tourner. Donc, ça peut être aussi une aide là-dessus. Et enfin, accompagner en fait toujours plus le collaborateur dans son électrification. Juste Camille, dans le parcours d'un collaborateur lambda, mais en tout cas qui est en itinérance à domicile, c'est juste pour que chacun ait en tête le prix un peu moyen du kilowattheure, en tout cas des repères, le prix du Oui. kilowattheure un peu moyen, juste parce que le but c'est d'être le plus pédagogue possible. Est-ce que juste vous pouvez donner quelques repères? Oui, très bon point, merci Arnaud. Alors, au domicile, en général, c'est le tarif en vigueur EDF, donc on est plutôt sur du 20 centimes. Là, je crois que c'est repassé à 19 centimes, mais on va être dans ces eaux-là. En entreprise, ça dépend de si vous négociez bien vos contrats Bien sûr. d'électricité
évidemment, mais on aime à dire que ça s'approche des 20 centimes, c'est parfois un peu au-dessus. Et sur le domaine public, alors là, c'est un peu la foire. On peut avoir du 40-50 centimes sur des stations particulièrement compétitives. Encore une fois, on est sur de la recharge rapide souvent, donc c'est difficile de comparer ça au prix du domicile qui est en général de la recharge lente. Mais on va rapidement atteindre les 60 centimes, les 80 centimes, voire les 1 euro et plus sur les bornes dans la rue à Paris, par exemple. Voilà. Donc, D'accord. c'est vraiment du simple au double. Finalement, la recharge en itinérance, c'est un peu la recharge d'urgence versus la recharge un petit peu, on va dire, en temps caché à domicile ou au bureau. Exactement. Nous, on aime à dire que voilà, il faut que ça soit de la recharge un peu opportuniste ou de la charge d'appoint, mais il faut vraiment pas que ça soit la recharge principale du véhicule. C'est quand même mieux d'avoir envisagé d'abord son électrification par le site et par le domicile avant de faire 100% itinérance. Une fois qu'on a calé tous ces besoins et qu'on sait ce qu'on veut, qu'est-ce que vous apportez justement pour franchir un peu le cap du financement et dire, bon, bah Oui. voilà, Oui, parce que vous avez tous, j'imagine, des business divers et variés et les bornes, c'est a priori pas là où vous avez envie de mettre votre budget 2026 ou 2027. Donc pour ça, nous, on propose différentes solutions de financement. Bon, évidemment, du CAPEX tout à gauche, mais je vais pas en parler. Et plus que ça, on propose d'autres modèles, à savoir de la location. Donc ça, c'est un modèle qui plaît particulièrement aux foncières parce que ça leur permet de répartir les charges sur leurs locataires ou autres. C'est un modèle location donc qui permet voilà, d'étaler le financement CAPEX sur la durée du contrat en mensualité fixe. Voilà, ça c'est vraiment les deux modèles, on va dire, les plus classiques que vous retrouverez un peu partout. Et les deux modèles plus innovants qu'on propose chez BUM qui sont en fait sans CAPEX, c'est du tiers investissement. Je vais parler, je vais regrouper le flex et à la conso dans le même modèle puisque c'est vraiment le même fonctionnement. En fait, c'est un modèle où BUM va financer 100% ou une partie en fonction de ce que vous souhaitez de votre infrastructure, de vos travaux, votre borne de puissance, vos bornes, pardon, l'arrivée de puissance. Donc, on va vraiment tout prendre en charge. On va également prendre à notre charge la supervision dont je parlais précédemment, donc l'exploitation, la maintenance, toute la plateforme qu'on vous propose, moyennant quoi on va se rémunérer sur un coût au kilowattheure qui sera évidemment calculé en fonction de l'installation réalisée. Et ça vous permet en fait d'amortir complètement le financement de votre infrastructure par la recharge qui est effectuée par l'utilisateur final de la borne. Camille, juste une question que peuvent se poser aussi l'audience, c'est est-ce que dans ce cadre-là, c'est vous qui contractualisez avec le fournisseur d'énergie ou c'est le détenteur du site? On peut à la demande de l'entreprise cliente, mais dans la grande majorité des cas, on reste sur le contrat d'électricité du client parce qu'en général, toujours le même sujet, il a mieux négocié son contrat d'électricité. Moyennant quoi, donc on fait une rétrocession puisque tous les mois, donc on va encaisser l'électricité et on va la reverser sans frais parce que c'est évidemment pas sur l'électricité qu'on a le droit de se faire de la marge. Voilà, donc tous les mois, on reverse l'électricité consommée à l'entreprise cliente. D'accord. Donc le cas plus classique, c'est on garde le contrat et le fournisseur avec le. Ok, Exactement. super. Et Euh, oui, sur la et fin, oui, pardon. oui, vous voulez ajouter quelque chose sur ces modèles de financement? Non, les modèles de financement, s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre, mais voilà, je préférais Il y a rester quelques quand même. questions. Je vous Ouais, laisse terminer sur les enjeux et enfin je vous en prie. bien sûr. Je trouvais ça intéressant de vous parler d'un cas client, d'un bureau de contrôle qu'on accompagne depuis longtemps maintenant, qui ont électrifié leur flotte très très rapidement et de manière assez massive avec un objectif de 100% électrique et une flotte, voilà, comme vous pouvez voir les chiffres très, très conséquentes. Ils ont plus de 70 sites en France et aujourd'hui, on a déployé plus de 300 bornes chez eux. On va en déployer encore davantage. Et ça a été un de nos premiers clients, notamment, qui s'intéressait à la maîtrise du TCO. Donc, c'est avec eux, en partie, qu'on a développé une partie de nos fonctionnalités sur le TCO parce qu'on avait chez eux une vraie volonté de centraliser, de maîtriser les coûts, d'optimiser cette flotte en électrique. Et aujourd'hui, on a vraiment une vue extrêmement fine de toutes leurs utilisations, de comment ils se rechargent, à combien ils se rechargent. Et voilà, donc la solution qu'on leur propose, c'est une plateforme complète de gestion et de suivi de leur flotte, qui est aussi intégrée avec leur logiciel de gestion de flotte, évidemment. Un onboarding des collaborateurs qu'on a réalisé en fait au fur et à mesure de toute la livraison des véhicules électriques à chaque fois qu'il y en avait des nouveaux.
Une carte aussi de recharge qu'on leur propose, puisqu'évidemment, ils ont certains besoins en itinérance de temps en temps. Il ne faut pas complètement supprimer cette partie-là, évidemment. Et voilà, plus de 138% de taux d'utilisation des bornes sur 6 mois. À chaque fois qu'en fait, il y a des nouveaux véhicules électriques, on déploie des nouvelles bornes. Et on a vraiment fait en sorte de bien dimensionner pour se dire, bah voilà, il y a certains sites où on met 4 bornes, certains sites où on n'en met que 2, certains sites où on en met 10 parce que c'est des gros parkings et qu'il y aura beaucoup de véhicules électriques qui seront amenés à aller dessus. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'assurer l'adoption de l'électrique par leurs collaborateurs et de les accompagner sur toute la chaîne de valeur de A à Z. Donc, finalement, ces sites deviennent, parce que c'est un service quand même nouveau pour les collaborateurs, je veux dire, ça rend attractif de nouveau le site d'une certaine manière. Bien sûr, parce qu'en plus, les collaborateurs, en fait, quand ils voient une borne au bureau, souvent, c'est pris en charge par l'entreprise. Donc, c'est de la recharge gratuite ou quasi gratuite pour eux. En fait, ça leur permet de pallier là où avant, peut-être qu'ils payaient leur essence, selon les car policy des entreprises, évidemment. C'est quelque chose qui est hyper attractif. Et d'autant plus si le véhicule électrique a une grande autonomie, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a de plus en plus de véhicules avec de la forte autonomie. Et c'est de moins en moins vrai de dire qu'on tombe en rade au bout de 100 km avec un véhicule électrique. Tout à fait. Bah écoutez, en tout cas, on est arrivé alors, on a quelques questions, donc notamment pour vous, Oui. Camille. Je voudrais simplement vous partager alors pour les collaborateurs, collaboratrices, faut-il que la recharge du véhicule personnel soit payante, euh, Oui. soit payante pour éviter une distorsion avec les homologues roulant au fossile. Alors ça, enfin, c'est réel. Ça peut être un sujet de relations sociales d'ailleurs. Quel est le cadre réglementaire le cas échéant? Oui, alors ça, c'est aujourd'hui encore assez flou, mais ça va le devenir à partir de 2027, où effectivement, vous allez devoir rendre la recharge payante pour les collaborateurs qui roulent à titre personnel, qui ne sont pas des collaborateurs de votre flotte. Et c'est pour ça justement que la supervision des bornes est très importante, parce que qui dit supervision dit monétisation possible. Et quand je dis monétisation, l'idée, c'est pas de se faire de l'argent sur les bornes, c'est vraiment juste de réglementer les accès, de différencier les utilisateurs finaux, à savoir flotte véhicule de la flotte de fonction ou de service, recharge gratuite, véhicule perso d'un collaborateur, tarif préférentiel, véhicule prestataire externe, tarif plein pot, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va le devenir à partir de 2027. Mais en 2026, vous êtes encore assez libre sur ce que vous faites et vous pouvez faire ce qu'on appelle du plug and charge. Donc, vous chargez gratuitement pour tout le monde. Ce qu'on se disait juste avant, c'est que selon les personas, il y a des politiques tarifaires différentes. Jusqu'à présent, on se posait pas trop la question parce qu'on est en logique de déploiement et d'adoption. Mais à un moment donné, il va falloir customiser ces tarifs. C'est en gros ce qu'on retient. Exactement. Très bien. Exactement. Autre question, si nous possédons déjà des bornes IRVE avec supervision sur nos bâtiments, la plateforme Datamark, là, c'est une question pour nous, est-elle capable de remonter ces données et de les intégrer dans la consommation du bâtiment? Alors, c'est pour ça que je disais simplement qu'il y a un élément d'architecture à avoir en tête. Pour le coup, oui, il est tout à fait possible. Soit ces bornes, elles sont reliées au TGBT global du bâtiment et à ce moment-là, on peut mettre des pinces ampères-métriques, on peut remonter les circuits qui servent la grappe de bande, c'est le cas le plus favorable. Soit c'est pas le cas, et à ce moment-là, on a une architecture dédiée avec notamment peut-être des bornes qui sont dotées de manière unitaire de compteurs. Alors ces compteurs peuvent être télérelevables, alors c'est ce que je disais précédemment, soit il y a une plateforme comme celle de Bump qui permet de remonter les données, soit il n'y en a pas, et à ce moment-là, on peut rajouter des compteurs télérelevables pour ces bornes. Voilà. Ben, évidemment, c'est pas le même prix selon les cas. Évidemment, le cas le moins cher, c'est évidemment d'avoir une grappe de bornes reliée au TGBT et de ne pas forcément instrumenter chaque borne. Voilà. Voilà pour en tout cas ma réponse. Autre question, pour une entreprise multisite, quelle méthode utilisez-vous pour quantifier et qualifier les besoins en borne sur chaque site? Alors, Eh ben, bonne question. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend un peu aussi de l'entreprise et de sa flotte.
Ça passe d'abord par l'analyse de la flotte, comme je le disais, à savoir, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules rattachés à un même pôle, à un même site? Est-ce que c'est des véhicules complètement roulants, site par site? Voilà, ça passe d'abord par l'analyse de la flotte. Ça passe ensuite par l'analyse des besoins. En fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de collaborateurs, même à titre personnel, qui disent qu'ils ont un véhicule ou qu'ils vont avoir un véhicule perso et qui auraient envie d'avoir cette recharge proposée par leur entreprise? En fait, ça passe vraiment par voilà, l'analyse du besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se recharger? Si oui, combien? À quelle fréquence? Et en fonction de ça, on peut dimensionner l'infrastructure. Après, en termes de nombre de bornes, bon, on regarde toujours évidemment la taille du parking pour essayer, tant que faire se peut, de se conformer à la loi LOM, qui demande d'électrifier voilà, un certain nombre de places de parking en fonction de la taille totale du parking. Mais au-delà de la loi LOM, c'est vraiment dire, voilà, s'il y a vraiment un besoin complètement supérieur à ce que demande la loi LOM, on va en mettre plus. À l'inverse, s'il y a moins de bornes nécessaires que la loi LOM l'impose, on en met un peu moins et on fait du prééquipement voilà, pour respecter quand même l'usage qu'il y aura en face et pas surdimensionné ou sous-dimensionné. Donc, pour répondre en une phrase, c'est analyse de la flotte, analyse des besoins, savoir combien de personnes vont se recharger, à quelle fréquence sur ce site en particulier. Et en fait, on regarde l'ensemble des sites d'une entreprise pour pouvoir prioriser dans le temps. Dernière question, une question autour du modèle tiers investisseur. Bump peut-il reprendre l'infrastructure existante d'une entreprise et la compléter? En quelques secondes, parce qu'effectivement, on arrive au terme du webinaire. Alors oui, totalement. Si vous parlez de prééquipement où il reste un peu de travaux à faire, poser la borne, etc., on fait du tiers investisseur. Ça coûtera du coup forcément moins cher sur le coût au kilowattheure final parce qu'il y aura déjà une partie existante. Après, sur de la reprise en supervision pure, c'est-à-dire des bornes déjà installées, des bornes déjà fonctionnelles, des bornes déjà supervisées, on peut faire de la reprise en supervision, mais il n'y aura pas d'intérêt à faire un modèle tiers investisseur parce qu'il n'y aura pas de gros capex à débourser. Ça sera uniquement de la reprise de la borne et après un abonnement de supervision mensuel qui tournera sur toute la durée de vie du contrat. Merci beaucoup Camille, en tout cas pour ces éclaircissements. Merci Olivier, en tout cas également aussi pour cette vision stratégique que vous apportez sur ce sujet tout à fait stratégique qui est la mobilité de manière générale. En tout cas, vous pouvez continuer à la réflexion. En tout cas, dans le cadre, vous pouvez consulter ce livre blanc sur la loi d'ADU et sur la certification ISO 50000 en 2025, mais qui continue bien sûr dans les années qui viennent. Et puis, bien sûr, vous pouvez contacter nos experts qui vous ont en tout cas partagé leurs solutions, partagé leur approche. Et je les remercie et je vous remercie également d'avoir participé à ce webinaire. Nous continuerons ces échanges, notamment sur la loi d'ADU et sur l'aspect assujettissement avec le cabinet Franklin le 18 juin prochain. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous tout simplement vous inscrire et puis guetter donc les communications en tout cas de Sobre qui en tout cas enrichit, j'espère, le débat et votre réflexion. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci à tous. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.